Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette première palabre de l'OIF au sein du village de la francophonie dans le cadre du sommet de cette institution qui met à l'honneur la langue française. Et aujourd'hui justement, nous allons parler de cette langue au sein de la communauté sportive. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette discussion passionnante autour de la langue française et de son rôle sur la scène sportive internationale. Le sport est un vecteur extraordinaire de rassemblement et il est fascinant de constater comment la langue française y joue un rôle clé, que ce soit lors des Jeux olympiques ou des Jeux de la francophonie. Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui deux intervenants experts dans leur domaine. Il s'agit d'abord d'Audrey Delacroix, experte en diplomatie sportive qui a notamment accompagné la francophonie dans les Jeux olympiques durant de nombreuses années. Bonjour Audrey. Bonjour Diarra. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Autre invité aujourd'hui à nos côtés, il s'agit de Vincent Paschini qui a été responsable de la coopération internationale pour Paris 2024 et notamment en charge de l'héritage international des Jeux dans l'espace francophone. Bonjour Vincent, soyez le bienvenu. Bonjour. Les invités sont présentés. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des questions importantes. Comment la langue française se positionne-t-elle dans un contexte aussi international que celui du sport? Quel a été le rôle du français dans les derniers Jeux olympiques et paralympiques? Et aussi comment la francophonie peut-elle continuer à promouvoir notre langue à travers les éléments sportifs mondiaux? Et on va démarrer ce petit échange avec vous, Audrey. Audrey, vous avez accompagné la francophonie sportive pendant plus d'une décennie, on va dire. Quels sont les grands constats que vous avez faits quant à la place du français lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ? Oui, mais merci Diarra encore pour votre invitation. Effectivement, j'ai eu cette chance de travailler à la francophonie de 2007 à 2018. D'abord en tant que commissaire à la langue française dans les Jeux olympiques et paralympiques, et puis ensuite en tant que conseillère jeunesse et sport. Et donc dans ce contexte-là, la mission qui m'a été confiée, c'était d'accompagner notamment les différents grands témoins de la francophonie qui se sont succédés, des Jeux de Pékin jusqu'aux Jeux de Pyeongchang, pour faire en sorte qu'ils négocient avec le Comité international olympique et avec les comités d'organisation des Jeux toute une stratégie de promotion, de visibilité et d'usage de la langue française pendant les Jeux olympiques qui se sont succédés. Et donc là, il y a eu un énorme travail de la part de ces grands témoins et de la part de l'OIF, avec tout le corps diplomatique, les instituts culturels et puis différentes institutions sportives francophones pour assurer cet usage et cette visibilité du français. Et c'était important parce que le français, il faut le savoir, c'est la langue officielle des Jeux olympiques avec l'anglais. C'est inscrit déjà depuis très longtemps dans la charte olympique qui régit le fonctionnement du CIO et donc par extension des Jeux olympiques également. Et on a même coutume de dire en francophonie que c'est la première langue des Jeux olympiques parce qu'en cas de divergence entre deux textes, c'est le français qui fait foi entre la version anglaise et la version française. Et donc les principaux constats, ils ont évidemment évolué au fil du temps. Et Paris 2024 aura aussi apporté une pierre extrêmement importante, une pierre importante à l'édifice. Premier constat, c'est que traditionnellement, le français est véritablement une langue protocolaire des Jeux olympiques. On pourra le développer peut-être tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose d'assez garanti. Et c'est une langue de communication assez avérée et assez générale sur tous les grands supports de communication des Jeux olympiques, site internet, etc., signalétique. Après, il y a un deuxième aspect, au-delà des aspects protocolaires, c'est est-ce que c'est une langue d'usage, est-ce que c'est une langue d'expérience des Jeux olympiques? Et là, la réponse, elle varie d'une édition à l'autre des Jeux, selon la capacité de négociation que l'on peut avoir avec les organisateurs et puis selon la sensibilité francophone des pays d'accueil. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. A priori, en théorie, quand on organise les Jeux à Pékin ou quand on les organise à Vancouver ou à Sochi ou à Paris, quoique
Et donc là, Paris, évidemment, il y aura beaucoup de choses à dire sur ce qui a été mis en place parce que c'était vraiment quelque chose d'important qui a permis d'en faire aussi une langue d'expérience, véritablement. Et la troisième question, c'est de savoir si le français est une langue de travail aussi, avant et pendant les Jeux Olympiques. Et là, la réponse est plus nuancée parce qu'elle vient toucher vraiment des questions de fond qui nécessitent vraiment un portage politique très fort pour maintenir le français comme langue de travail dans le milieu olympique. Et donc, voilà, ça varie beaucoup d'un sport à l'autre, mais c'est un sujet beaucoup plus difficile à traiter. Et ce qui est intéressant dans ces premiers propos, c'est quand même cette capacité d'adaptation. Quand les Jeux ont lieu à Pékin, comment, pas imposer le français, mais comment faciliter en tout cas la pratique de la langue française quand on est en Chine? Alors, on a une double chance. On a eu une double chance dans les discussions avec les autorités chinoises. La première, c'est qu'il y a donc cette règle 23 de la charte olympique qui donne quand même des obligations au comité d'organisation auxquelles il ne peut pas se soustraire, en tout cas évidemment pas en totalité. Donc il y a quand même quelques fondamentaux qui, grâce à cela, sont assurés. Et puis il y a évidemment toute une attention, une vigilance qui est portée par le milieu olympique francophone en particulier et qui les exprime, ces attentes, aussi bien auprès du CIO que du comité d'organisation, des autorités politiques, etc. Donc il y a quand même aussi potentiellement 88 délégations nationales qui participent aux Jeux Olympiques sur 206 pour des Jeux d'été qui sont issus de pays francophones. Donc il y a une véritable nécessité et utilité à offrir des services en français parce qu'il y a tout simplement un besoin pour les athlètes, pour les spectateurs, pour l'encadrement sportif, les journalistes, etc. etc. Ce n'est pas juste un principe qui est écrit dans un texte. Il y a une vraie réalité de ça. Et puis la deuxième chance à Pékin, c'est que je crois que le grand témoin qui avait été choisi avait été bien choisi. C'est Abdou Diouf à l'époque qui présidait aux destinées de l'organisation de la francophonie, qui avait confié la mission de grand témoin à Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, qui était très très proche des autorités chinoises, qui avait une très forte légitimité auprès d'elles et qui était dans la capacité vraiment d'avoir une discussion de très haut niveau avec ces personnalités-là. Et ça c'est le dernier élément très important, pour la première fois, il a pu le faire avec derrière lui toute la communauté politique et diplomatique francophone en soutien, parce que c'est pour la première fois à Pékin la francophonie, l'OIF, qui a signé un accord de coopération pour la langue française et pour la francophonie aux Jeux Olympiques, alors qu'avant, la relation était plutôt portée au niveau bilatéral entre la France et le pays hôte. Mais à Pékin, vraiment, il y a une très forte montée en puissance et c'est la francophonie multilatérale qui a pris le relais et ça a donné beaucoup de force. Je vais me tourner vers vous, Vincent Pasquini. Le français étant une langue officielle du mouvement olympique, comme vient de nous l'expliquer Audrey, quelles politiques linguistiques ont été adoptées pour un peu garantir sa place durant les JO de Paris? Oui, merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux olympiques et paralympiques, et j'y reviendrai, de Paris 2024, étaient les premiers Jeux en terre francophone et Jeux d'été en terre francophone depuis plusieurs 20-30 ans, depuis les Jeux de Montréal, en réalité, et les premiers Jeux paralympiques d'été en terre francophone de l'histoire. Donc, c'est vrai que d'un côté, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est une expérience universelle qui doit toucher le monde entier et qui doit atteindre et qui doit rendre l'expérience facile pour le monde entier. D'un autre côté, on savait très bien que avoir les Jeux à Paris 2024, c'était aussi une responsabilité supplémentaire et une opportunité supplémentaire pour le monde francophone, pour la promotion de la langue française. Ensuite, la question c'est quel est le rôle du comité d'organisation de Paris 2024 pour à la fois assumer cette responsabilité et saisir cette opportunité. Nous, notre politique, elle a été d'abord d'assumer cette responsabilité, c'est-à-dire que de ne pas se permettre en France d'avoir des failles, je veux dire des problèmes dans l'application de la règle 23 dont parlait Audrey, qui fait en sorte que le français est la première langue des Jeux Olympiques. Le français n'est pas une langue officielle des Jeux paralympiques, par ailleurs. Quelle est la langue officielle pour c'est l'anglais. Ce n'est que l'anglais. Donc il y a un autre combat à mener. Donc voilà, dont on peut reparler. Mais donc ça a été la première chose, être irréprochable au niveau de la mise en place. Ça, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité du comité d'organisation et ça l'a été de la ville de Paris, d'autres acteurs. Ensuite, la question finalement plus
plus importante, c'est l'opportunité. L'opportunité pour le monde francophone d'avoir des Jeux qui sont organisés en terre francophone pour ce qui est à la fois de la promotion de la langue française et aussi la mise en lumière de l'espace francophone, de l'espace sportif francophone. Et là, cette opportunité, elle va bien au-delà du comité d'organisation, bien sûr. Elle appartient à l'OIF, elle appartient à tous les acteurs de la francophonie de s'en saisir, et beaucoup s'en sont saisis, et l'OIF le premier. Et nous-mêmes, en tant que comité d'organisation, nous avons aussi pris notre part de cette responsabilité en menant des actions diverses pour essayer justement d'aller un peu plus loin vers la promotion. Mais l'objectif étant toujours finalement, quand on organise les Jeux, l'objectif pour nous n'est pas forcément la promotion de la langue, mais la maximisation de l'expérience des Jeux pour le plus grand nombre. Et cette maximisation, elle passe par l'expérience linguistique, de manière générale. De préférence multilingue et effectivement francophone quand on est en France, parce que les athlètes et les spectateurs auront une meilleure expérience s'ils ont accès à certains mots de français, s'ils comprennent l'environnement francophone. Donc c'est aussi ça qu'on a essayé de faire. Quelle a été la politique ou peut-être les outils mis en place par l'OIF pour la promotion et l'accueil des athlètes, l'accueil des délégations durant les Jeux de 2024, de Paris 2024? Alors, en tant que tel, c'est un aspect qui relève dans la quasi-totalité, enfin même qui est vraiment de la responsabilité du comité d'organisation de Paris 2024. Et donc l'OIF, lorsqu'elle intervient, elle le fait en collaboration avec le comité d'organisation, en collaboration avec les ministères des Sports, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Culture français, en collaboration avec la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, un certain nombre de différentes institutions, la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Il y a toute une myriade d'acteurs comme ça qui d'ailleurs se sont regroupés avant les Jeux au sein d'un comité interministériel et interinstitutionnel pour promouvoir la langue française aux Jeux Olympiques et Paralympiques et qui ont travaillé ensemble sur un certain nombre de dispositifs qui accompagnaient effectivement la politique linguistique de Paris 2024. Et donc c'est dans ce cadre-là, donc complémentaire au travail de base de Paris 2024, qui est vraiment chargé de mettre en place tous les services linguistiques pour les athlètes au village olympique, sur le site internet, le site intranet, etc., y compris pour les journalistes. Complémentairement, ces institutions comme l'OIF produisent par exemple des guides linguistiques ou des guides terminologiques, produisent aussi des événements, notamment l'OIF a organisé à son siège le 6 août dernier un événement culturel pour valoriser l'événementiel sportif francophone, les enjeux qui s'y attachent et les talents de la francophonie sportive et de la francophonie culturelle. Et différentes actions comme ça de services, de mobilisation, de valorisation qui viennent en complément du travail central de Paris. Mais par contre, sur des Jeux précédents, il y avait eu d'autres actions, comme par exemple, je me permets de le compléter, à Londres en 2012, nous avions travaillé aussi avec le comité d'organisation de Londres 2012 pour, par exemple, monter un programme d'aide à l'équipement vestimentaire de certaines délégations de pays francophones, des pays du Sud en particulier, qui n'avaient pas d'équipement vestimentaire officiel. Et donc, évidemment, ça causait un petit désagrément, notamment pendant le défilé officiel. Et donc, voilà, on avait travaillé avec un créateur sénégalais, Diamil Faye, de la société Japo, qui avait créé des équipements pour une douzaine de délégations francophones. Et qu'en est-il de l'aspect paralympique? Vincent nous expliquait à l'instant qu'effectivement, ce n'était pas la langue officielle pour les Jeux paralympiques. Le français n'était pas la langue officielle. Comment agencer cela pour quand même rester dans cette promotion de la langue française durant les Jeux paralympiques? Alors, à partir de 2000... la question de la langue française aux Jeux Olympiques, elle a d'abord été travaillée par le gouvernement français avec les comités d'organisation à partir des années 1990. Le relais ensuite a été pris dans une première mesure à partir de 2004 par l'OIF, mais c'est la France qui continuait à assurer la collaboration. Et après, là, vraiment, grosse montée en puissance à partir de 2008, où pour préparer les Jeux de Pékin, on donne une dimension multilatérale et une vraie dimension politique
à ce sujet-là. Et donc à partir de ce moment-là, lorsque Jean-Pierre Raffarin a négocié l'accord de collaboration avec Pékin, il a demandé aux autorités chinoises que cet accord porte sur les Jeux olympiques et sur les Jeux paralympiques. Donc ça a commencé là, il y a tout de suite eu une préoccupation de l'OIF de se dire, certes le français est langue officielle des Jeux olympiques, mais on doit pouvoir travailler ensemble malgré tout sur les Jeux paralympiques pour offrir au moins un service multilingue aussi aux athlètes paralympiques. Et donc la préconisation qui a été faite, c'était autant que possible d'utiliser les services linguistiques des Jeux olympiques pour les maintenir dans toute la mesure du possible pendant les Jeux paralympiques. Et ensuite, ça a été renouvelé à l'occasion de toutes les éditions olympiques et paralympiques qui ont suivi. Là, alors après, évidemment, en parallèle, on a essayé d'avoir un certain nombre de discussions, de faire un travail d'influence auprès du Comité international paralympique. Mais ça, c'est un travail de très, très, très longue haleine. Mais là où Paris 2024 a fait une vraie différence, et c'est un acte politique très très fort qui a été posé, je laisserai sans doute Vincent en dire davantage, c'est qu'à Paris 2024, le comité d'organisation et les autorités politiques françaises se sont assurés que le niveau de service linguistique offert aux athlètes, aux journalistes, etc. pendant les Jeux olympiques soit totalement maintenu pendant les Jeux paralympiques. Donc l'expérience linguistique a été la même pendant ces deux éditions, d'une part, et d'autre part, on remarquera que le président du Comité international paralympique, à ma connaissance pour la première fois à Paris, s'est exprimé en français pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture. Voilà, et ça c'est vraiment un choix politique très fort qui a été posé et qui j'espère crée un précédent pour les éditions suivantes. Vincent, effectivement, est-ce que vous avez senti une distinction entre les Jeux, l'aspect linguistique, on reste toujours sur l'aspect linguistique, entre les Jeux de Paris 2024 et les Jeux paralympiques de Paris 2024? Alors, pour revenir sur ce que Audrey disait au début, sur certains aspects peut-être un peu protocolaires ou de fonctionnement ou comme langue de travail, il y a quand même une petite différence parce que effectivement le français n'est pas une langue officielle du Comité international paralympique. D'ailleurs, il n'y a pas de traduction du nom Comité international paralympique, on l'appelle le International Paralympic Committee, mais il n'y a pas de nom en français du Comité international paralympique. Quelques détails comme ça. Ouais. Ensuite, d'un point de vue de l'expérience, c'est vrai que on n'a pas trop vu la différence. Tous les outils qui ont été mis en place de traduction, d'interprétation, d'affichage pour les Jeux olympiques étaient les mêmes pour les Jeux paralympiques. Le niveau de service a été le même. Et certains outils qui ont été créés, juste pour prendre un exemple, dans le cadre des Jeux olympiques, comme par exemple pour la première fois l'affichage bilingue des scores et des tableaux de tous les tableaux, les écrans dans les stades qui étaient en anglais jusqu'à Paris 2024 sont maintenant alternés, si certains d'entre vous l'ont vu pendant les Jeux, alternés français-anglais, français-anglais. Ça, c'était aussi pendant les Jeux paralympiques. Et ce n'est pas une expérience d'une fois, c'est une innovation technologique et un travail de fond qui est fait sur ces tableaux qui va rester, qui est livré. Los Angeles, en tout cas, qui est livré maintenant clé en main, qui n'existait pas avant, à la fois pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc je pense que l'expérience n'était pas si différente. Après, juste un mot sur la question des Jeux paralympiques. Il y avait un axe fort qui est au-delà des Jeux paralympiques pour Paris 2024, qui était l'accessibilité. L'accessibilité aux Jeux, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap aux Jeux. Et de ce point de vue, il y a une question que nous, on a trouvée intéressante, qu'on a essayé un peu de travailler en interne et qui pourrait être une idée pour le futur, c'est la question de la langue des signes en français. C'est-à-dire la langue des signes est aussi quelque chose qui est différent suivant les langues. Et travailler sur l'accessibilité en français dans la langue des signes. Nous, on a fait des formations en interne pour apprendre la langue des signes en français, par exemple. Voilà, c'est des idées comme ça qui peuvent aller un peu au-delà, qui parlent d'accessibilité, qui parlent de handicap et qui peuvent permettre d'élargir un peu la question sur l'accès et sur les langues. Et qu'en est-il pour les prochains Jeux quand même, puisqu'ils ne seront pas, eux, à Paris? Est-ce qu'il y a une stratégie qui va être mise en place pour accentuer la promotion de la langue française sur place, et pour les Jeux de Los Angeles et pour les Jeux paralympiques de Los Angeles 28? Oui, parce que 26, ce seront les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Oui, absolument. Première fois qu'un événement olympique se tient sur le continent africain. Est-ce qu'il y a une stratégie? C'est, je pense, sur la base justement notamment des observations qui ont été faites pendant les Jeux de Paris. C'est sans doute une réflexion qui va se nouer là maintenant au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est quelque chose en devenir et qui peut évidemment s'inspirer et se nourrir de tout ce qui a été accompli jusqu'à présent.
parce qu'il y a une grande richesse. Ce que je trouve intéressant, c'est pour aussi à vous répondre, mais rebondir également sur ce que vient de dire Vincent. On parle de langue française, on parle évidemment de l'anglais, on parle donc désormais de la langue des signes. Je crois que globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point émerge la nécessité et la vraie prise en compte d'un besoin de multilinguisme au sein des Jeux Olympiques, et ça va être nécessaire aussi au sein des Jeux Olympiques de la jeunesse. Par exemple, dans certaines circonstances, à Paris, par exemple, certaines conférences de presse, les services linguistiques étaient offerts, les traductions, interprétations étaient offerts en 12 langues. Pour les athlètes qui étaient médaillés, de la même façon, quand ils avaient besoin d'avoir des services linguistiques, c'était tantôt en 6 langues, tantôt en 12 langues, etc. Donc il n'y a pas que les 2 langues officielles. Et ça, c'est extrêmement important. On l'a vu aussi à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, pour ceux qui l'ont regardé à la télévision, lorsque les 10 femmes mémorables ou remarquables ont été présentées devant l'Assemblée devant l'Assemblée nationale. Les incrustations à la télévision apparaissaient en 6 langues. Voilà, donc je veux dire qu'au-delà, il y a un véritable enjeu de service et de visibilité du multilinguisme aux Jeux Olympiques, et la francophonie est porteuse de ça. Donc pour l'avenir, il me semble que ce qui est extrêmement important, c'est d'une part de continuer ou de renforcer même le portage politique de cet enjeu-là. Encore une fois, ce n'est pas qu'une préoccupation théorique, voire dans certains esprits passéistes. Il y a de véritables besoins, il y a un véritable enjeu politique à promouvoir les 2 langues officielles et au-delà même le multilinguisme. Mais il faut un portage politique très fort, national et multilatéral. L'OIF, évidemment, a tout son rôle à jouer là-dedans, mais également ses États membres, mais aussi ses opérateurs, ses conférences ministérielles, parce que c'est la préoccupation de tous. Et pour cela, eh bien, on peut, j'espère, fonder quelques espoirs pour que le sommet des chefs d'État qui commence demain donne à toute cette francophonie institutionnelle, et pas seulement à l'OIF, mais à toute la francophonie institutionnelle, un mandat politique pour bâtir une francophonie sportive et une francophonie olympique, parce qu'aujourd'hui, ce mandat politique n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a on travaille sur la langue française aux Jeux Olympiques, on a la Confégès, on a les Jeux de la francophonie, mais il n'y a pas de mandat politique qui donne officiellement à la francophonie institutionnelle l'obligation, en quelque sorte, d'édifier une francophonie, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, il y a un point d'actualité important qui va se présenter au mois de mars prochain, en 2025, puisque un nouveau président va être élu à la tête du Comité international olympique. Si j'ai bien compris, 7 candidats se sont déclarés. Un candidat francophone parmi les 7. Bon, il y a peut-être une opportunité à saisir pour toute la famille francophone et faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour être le plus sensible possible à ces enjeux-là. Avant de clore cet échange, Vincent, j'aimerais peut-être que vous expliquiez à ceux qui nous regardent, pour vous, l'importance globale, puisque la thématique, c'est quand même la langue française, on va dire, championne sur la scène sportive. Est-ce que c'est véritablement le cas, selon vous ? Je pense que ça, c'est une question beaucoup plus large. La langue française bénéficie énormément du fait d'être l'une des 2 langues olympiques pour justement avoir sa place vraiment dans le monde de la francophonie sportive. Ensuite, il y a beaucoup ce qu'il faut comprendre sur la langue française, c'est que la francophonie, c'est aussi un espace de coopération, et maximiser les opportunités de coopération dans le monde du sport, dans le monde francophone autour de la langue, ça c'est quelque chose qu'on observe beaucoup bien au-delà des Jeux. Et il y a une vraie opportunité là de créer des synergies, et il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place. Donc moi je pense qu'il y a cette opportunité-là, c'est l'espace finalement, l'espace francophone qui est très très large. Comment le maximiser d'un point de vue de coopération sportive. Ensuite, l'autre aspect, je pense au niveau même de la francophonie et de la langue française dans le sport, de par l'opportunité que représente le fait d'être l'une des 2 langues olympiques, elle peut servir le rôle de pivot pour la promotion du multilinguisme et pour en fait l'expérience, pour aider à répondre à la question. Le sport international, le monde sportif international et à travers lui les Jeux olympiques et paralympiques qui sont le plus grand événement sportif, est-il un monde multilingue? Peut-il rester multilingue? Peut-il devenir plus multilingue? Et peut-il donner plus d'opportunités d'expérience au monde entier? Et le multilinguisme passe par là. Et le monde francophone a ce rôle et quelque part cette responsabilité
en étant l'autre langue finalement qui est la plus présente dans le monde sportif. Je pense que c'est ça la clé pour le futur. Un mot de la fin pour vous, peut-être Audrey, et nous expliquer peut-être pour conclure pourquoi selon vous il est important de continuer à promouvoir la langue française au sein de la scène sportive spécifiquement. Je crois que c'est important en particulier parce que la langue française, qui est le fer de lance de cette francophonie qui s'est créée dans les années 1970, se voulait être l'incarnation d'un projet politique humaniste porté par ses 4 pères fondateurs, un projet qui avait pour vocation de promouvoir la diversité dans toute sa richesse, la fraternité, la solidarité, le dialogue des civilisations. Et il me semble que ce sont exactement non seulement les valeurs que souhaite porter, promouvoir le projet olympique, également depuis ses origines, et qui est régulièrement rappelé, mais aussi le monde sportif dans son ensemble, à l'échelle internationale. Et ces grands événements sportifs internationaux sont aussi par excellence, de par leur envergure, c'est par excellence le moment de l'universalité, de la rencontre de toutes les diversités et d'une forme de dialogue des civilisations. On le voit bien à quel point maintenant ce sont des moments pendant lesquels s'exerce une vraie diplomatie sportive. C'est un lieu de dialogue et de rencontre. Et la langue française, elle est le véhicule de ça. Donc je pense que c'est extrêmement important qu'elle continue, comme le disait Vincent, à assumer ce rôle-là, pour elle-même comme pour l'enjeu du multilinguisme. Et vraiment, mais j'encourage tous les acteurs qui sont en situation de le faire, d'enclencher dès à présent les discussions avec le CIO, avec Los Angeles, avec Dakar 2026, avec même Alpes 2030, parce que c'est maintenant que ça se prépare. Merci infiniment Audrey, merci à vous également Vincent pour cet échange. On va continuer d'autres discussions tout au long de la journée au sein même de ce village de la francophonie. Et puis je vous dis à très vite.